dans les années 1817, date de sa naissance. À l'origine, dans les années 1830-1835, il n'est pas encore luthier, il travaille comme charpentier. Il n'y a pas de sommetier, évidemment, donc il fait de la charpente. Et ça ne marche pas très bien. Et de fil en aiguille, de là, il commence à fabriquer une guitare. Il fabrique une guitare qui est d'après ses dires, une sinistre casserole. Et donc, comme il n'a pas de notion de guitare, il décide d'aller jusqu'à Granada. Et il y va à pied, mais d'Almerie à Granada, il y a environ 80-85 km. À l'époque, c'était faisable. Un petit peu de mule, un petit peu de pied, un petit peu de mule, un petit peu de pied, il y arrive. Et d'après les dires de certains historiens, il aurait travaillé dans l'atelier de José Pernas, qui lui aurait enseigné quelques rudiments de fabrication de guitare, mais c'est pas très bien prouvé. Tout ce qu'on sait, c'est quand même que on le dit que c'est l'inventeur du barrage de la guitare, c'est-à-dire les tables de guitare qui sont accrochées au mur, là, le système de barrage en éventail, comme on dit en espagnol, abanico, éventail en français. Dans l'escalier qui monte jusqu'à... Voilà, c'est ça. Il y a plein de choses comme ça, et c'est ce qui fait permettre à la guitare d'avoir une certaine résonance et qualité de son. Donc, Torres, la première guitare qu'il avait faite, c'était une planche. Et à l'atelier de José Pernas, il a trouvé quand même que ce monsieur fabriquait déjà des guitares avec 3 simples petits brins et avec des tables beaucoup plus fines. C'est-à-dire que les brins permettent de réduire en épaisseur la table, chose qui, s'il n'y avait pas de barre, pour la même résistance mécanique, il faudrait une épaisseur beaucoup plus conséquente. Nous, on arrive à des épaisseurs dans mes guitares ou dans les guitares des élèves à 2 mm, 2,5 et certaines fois un peu plus. Et à l'époque, ils faisaient des guitares avec des tables de 7 et 8 mm. Et dans le reste de l'Europe, il arrivait que les guitares fassent 10 mm d'épaisseur. Donc c'était des véritables planches sans aucune sonorité. Donc Torres, quand il a vu ces 3 barres, il s'est dit, tiens, là il y a quelque chose à trouver et à fouiller. Mais les guitares de l'époque étaient beaucoup plus dans le style de la petite guitare qui est derrière, là, de la copie de José Martín. C'est une toute petite guitare classique, toute petite. Ça, c'était à peu près la taille de l'époque, mais sans barrage. Donc ça sonnait pas beaucoup. Et Torres, lui, s'est dit, si j'agrandis la table et l'instrument, j'agrandis donc forcément son volume. Et qui dit volume, dit aussi volume d'air. Puisqu'en centimètres cubes, ça va faire une certaine quantité plus importante que ces petites guitares. Et en rallongeant la corde vibrante, c'est-à-dire la longueur de corde, je vais avoir certainement un instrument plus puissant. Et puis là, comme on dirait en japonais, Atari, il a trouvé. C'était vraiment trouvé. Il a trouvé le truc en mettant une longueur de diapason à 650 mm, ce qui permettait déjà d'avoir un son beaucoup plus ample. Il a agrandi la caisse de la guitare, il lui a donné des proportions que vous connaissez à l'époque actuelle, plus ou moins retouchées par certains luthiers ou par d'autres, ou pas du tout retouchées, ce qui fait que la guitare a pris une ampleur considérable de volume, de qualité de son, et pour éviter que cet agrandissement ne soit au préjudice d'un poids trop lourd, il a réduit vraiment les épaisseurs des instruments. Ce qui fait que une guitare de l'époque fait environ 1,2 kg, 1,3 kg. Et aujourd'hui, beaucoup de luthiers sont déjà au-dessus de 1,9 kg, certains voire à 2,5 kg, et comme les Australiens à 3,2 kg. Mais là, c'est plus des guitares, c'est des enclumes. Voilà, ça sonne très bien, mais ça pèse comme une enclume. Et on joue beaucoup moins bien avec une enclume sur les genoux. Donc, Torres, on peut dire quand même qu'il a donné les critères actuels de la guitare moderne, du XXe siècle comme du siècle de maintenant. Il s'est
il s'est avancé un petit peu dans ses calculs et dans ses prévisions. Mais il a eu la chance qu'il y a eu un grand guitariste de l'époque, qui était Julián Arcas, qui était aussi de l'Almería, qui a dit, il a entendu que ce monsieur faisait des guitares qui n'étaient pas trop mal, mieux que les autres, et il a été le voir, il a dit, bon, je voudrais bien une de vos guitares. Et puis ce Francisco, Antonio de Torres, il a dit, monsieur Arcas, c'est bien, mais il va falloir attendre plusieurs mois, parce que je ne fais pas les guitares comme on cuit à neuf. D'autres, il était un peu vexé, il dit, mais je suis Julián Arcas. Il dit, je m'en fous, vous attendrez, vous comme les autres. Donc il a attendu, et après il a eu sa guitare. Et effectivement, c'était tout à fait extraordinaire. Il a fait des concerts avec cette guitare, et tout le monde était scotché. Mais alors, carrément, parce que là, au lieu de jouer dans des petits salons où il y avait 80 places, il pouvait aller jouer dans des salles de 200, 300 places. Et à l'époque, il n'y avait pas de micro. Donc il fallait que l'instrument ait déjà une projection et une sonorité particulièrement bonne. Je l'interprète aussi d'ailleurs, mais bon. Ce qui fait que... Merci. Ah mais tu l'as cassé. Il y a un trou. Voilà, donc c'est ce fameux barrage. Plus ou moins sophistiqué, plus ou moins symétrique, plus ou moins haut, plus ou moins fin, avec des formes un peu différentes, mais le principe c'est ça. Ça c'est le principe que Torres a mis en évidence, plus la taille. Ça c'est la taille exacte de Torres. Le barrage est un peu différent ici, mais c'est la taille exacte. Donc il a vraiment trouvé ce système. Donc on peut dire que quand il a réussi le timing de donner la guitare à Julián Arcas, l'autre lui a fait une publicité, mais alors phénoménal. À tel point qu'il y avait un guitariste très célèbre de l'époque qui était dans le nord, à Barcelone, Francisco Tárrega, c'est d'aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a l'école classique Tárrega, on découle tous de cette école, tous, je dis bien tous, sauf les gens qui jouent du blues. Tous. Et donc, Tárrega, il s'est dit, il faut vraiment que j'aille en Andalousie pour aller écouter Julián Arcas et voir ce luthier, ce génie. Donc, Tárrega entreprend le voyage qui lui prend 2 mois quand même. Il arrive, effectivement, il rencontre Julián Arcas, il joue sur cette guitare, et là, il dit, c'est fini, je ne joue plus sur mes casseroles, j'en veux une comme ça. Et puis, tout à Tárrega filé, Torres lui dit, vous aussi, vous allez attendre. J'ai des clients avant, vous viendrez après. Donc, quelques mois après, il lui fournit une guitare, et Tárrega a joué sur cette guitare toute sa vie. Elle est exposée au musée du Liceu à Barcelone. Donc, à partir de ça, Torres s'est dit, c'est bien, je vais continuer sur ma lancée. Il faisait quelques guitares. Mais à l'époque, les guitares étaient faites en palissandre de Rio, c'est-à-dire en bois assez lourd, assez cher. Et lui, il avait un problème d'approvisionnement des tables d'harmonie. Les tables d'harmonie, c'est ça, de l'épicéa. Donc il allait voir des gens qui faisaient de la charpente, des gens au port d'Almería qui venaient avec des bateaux en disant est-ce que vous avez de l'épicéa, des choses comme ça. Il ne trouvait pas, mais il récupérait toujours des morceaux de bois et avec des tables hétéroclites, des fois pas sorties du même tronc d'arbre, en plusieurs parties, parce que nous on fait 2 parties comme un livre, ouvert, comme un livre fermé, qu'on rouvre comme ça et qu'on colle, pour avoir 2 parties égales. Il faisait des tables avec un peu n'importe quoi. Donc d'où son génie de faire avec un peu du n'importe quoi, du très bon. Du très très bon. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a réussi à l'égaler, mais beaucoup n'ont pas réussi à l'égaler. Beaucoup. Donc, il avait des problèmes d'approvisionnement. Et puis il avait un problème de finance. Parce qu'à l'époque, il fallait payer des taxes, des ceci, des cela. Il arrive un moment où les taxes étaient plus rapides que ses rentrées d'argent. Donc il a eu une saisie. Il a eu une saisie, on lui a saisi son outillage, son bois,
et sa maison. Donc il ne reste plus rien. Donc il s'est dit, ici ça tient pas, ça sent pas bon, je pars à Séville. Et il part 400 km plus bas à Séville. Et c'est là où on trouve ces guitares de la première époque. Et à Séville, il se trouve qu'il y avait déjà d'autres luthiers qui fabriquaient des guitares. Il y en avait plein. Mais ils faisaient tous des guitares à l'ancienne, sans son, beaucoup décorées. Et lui, il s'est dit, moi je vais vraiment faire comme moi je sais faire, c'est-à-dire aucune décoration, parce qu'il pensait que toutes les décorations qu'on pouvait mettre sur la table, de la nacre, de la perle, du truc, etc., de l'ivoire, des morceaux de bois incrustés, tout ça enlevait du son à la table de l'harmonie, et ça nuisait un peu à l'esthétique, parce que c'était plus beau une guitare sobre qu'une guitare toute décorée, qui sonnait pas du tout d'ailleurs, puisqu'il y avait trop de décoration. Donc il arrive quand même à faire son trou assez vite, et puis c'est pareil, les mêmes problèmes, les guitares se vendent pas, même en étant très connus, les guitares se vendent pas. En plus, les gens qui faisaient par exemple du flamenco, les guitares en cyprès, comme celle-ci, ce bois-là étant considéré un bois moins cher à l'époque, c'est pas vrai, puisque aujourd'hui c'est aussi cher que les autres, sinon des fois plus. Les guitares de flamenco étaient considérées des guitares moins chères, donc bâtardes, et ça se vendait beaucoup moins cher, donc il en faisait quelques-unes pour arriver à gagner sa vie. Mais ce qui lui faisait gagner surtout sa vie, c'était les guitares classiques pures, en bon bois, en palissandre de Rio, ou en acajou de Cuba, etc. Donc, ça ne se vend pas non plus, et il se dit, zut, alors, la guitare, vraiment pas, il y a vraiment un truc là-dedans. Et il repart à Almeria. Et là, comme les guitares ne se vendaient plus, tenez-vous bien, il ouvre un magasin de porcelaine. Ça n'a rien à voir. Donc, il vend pendant quelques années de la porcelaine, et puis bon, il a le virus qui le reprend, il dit c'est pas possible, je ne peux pas vivre toute ma vie avec de la porcelaine, en plus ça casse, ça fait du bruit, ça sonne pas bien, donc il laisse tout tomber et rouvre un atelier. Dans sa maison, évidemment. Il ouvre un atelier et il fait encore quelques guitares, bon an, mal an. On estime qu'il a fait environ 350 guitares dans sa vie, ou 354, on ne sait pas très bien. Et puis il doit en rester aujourd'hui peut-être de connus 150, d'inconnus on ne sait pas, et puis des gens qui ont certainement vu ça comme un truc qui servait à rien, et qui l'ont balancé à la poubelle, ou qui ont fait du feu avec. Donc il en reste peut-être aujourd'hui 150 ou 150, 152, et puis d'autres qui sont des fausses, avec des fausses étiquettes, donc on sait quand même que c'est pas de lui. Et puis donc il a créé une école, ce qui veut dire que d'autres luthiers se sont inspirés tous, même à Madrid. Toute la dynastie de Ramírez s'est inspirée de Torres. Après, il y a eu par exemple Francisco Simplicio, qui était un ouvrier de chez Ramírez, qui s'est installé à son compte. Vous avez eu Modesto Borreguer, vous avez eu Santos Hernández, et après Santos Hernández, vous avez eu un ouvrier qui était chez Santos Hernández, qui s'appelait Marcelo Barbero, qui lui a été très célèbre pour des guitares flamencas, puisqu'il a fait des guitares flamencas de Montoya, de Savicas, excusez du peu, et puis d'autres évidemment bien célèbres. Et Marcelo Barbero lui-même a terminé, quand Santos Hernández est mort, a terminé les guitares qui restaient de Santos Hernández. Et elles sont marquées, je vais traduire en français, fabriquées par Santos Hernández, par la veuve de Santos Hernández. Veuve. Viuda de Santos Hernández. Mais c'est Marcelo Barbero qui a terminé les guitares. Voilà. Donc ça c'est pour... et puis juste derrière, pour arriver un peu plus à l'époque prémoderne, disons donc, ça c'était avant les années 1950. Marcelo Barbero est mort en 1956. Vous avez un grand constructeur de guitare flamenca, Domingo Esteso, jusqu'aux années 40.
Et puis après, vous avez eu à Barcelona Fleta, dont vous avez un modèle à côté des guitares 11 cordes. La guitare du milieu, avec la table orangée, c'est une Fleta authentique de 1963. Je dis bien authentique, parce qu'il y a aussi des fausses, mais ça c'est une vraie, c'est la mienne. Donc, vous avez eu des grands suiveurs comme lui, et aujourd'hui, maintenant, tous les luthiers s'inspirent tous de Torres, ou de Santos Hernández, ou de Marcelo Barbero, ou de Ramírez, ou de Manuel Rodríguez, ou d'autres, et de temps en temps de moi quand ils arrivent à copier. Voilà. Ça c'est pour définir un petit peu. Et puis vous avez depuis quelques années une école, on peut appeler l'école australienne, avec un Australien qui s'appelle Greg Smallman, qui a fait des guitares, comme je vous dis, en plume, mais qui sonnent très bien, mais qui ont un son un peu de tonneau, mais très puissante. Voilà, c'est la guitare en plume et qui sonne comme un kangourou. Je suis pas méchant avec ça. Voilà. C'est très bien fait, seulement c'est trop lourd. Et vous avez des Anglais qui ont suivi dans cette lancée, Scott par exemple en Écosse, comme son nom l'indique, qui a fait aussi des guitares comme ça. Et en France par contre, vous avez eu deux luthiers exceptionnels, c'était Robert Boucher. Robert Boucher, dont lui, à l'origine n'était pas luthier, il était dessinateur industriel et peintre. Et ce monsieur Robert Boucher, il avait un voisin, lui il habitait boulevard Rochechouart à Paris, à l'époque, dans les années 30, et il avait un luthier espagnol qui était installé rue Rodier dans le 9e, à 400 mètres de chez lui. Et il allait voir toujours ce luthier qui s'appelait Julián Gómez Ramírez, qui n'a rien à voir avec la famille de Ramírez, comme certains l'ont écrit, et ils ont écrit n'importe quoi. Donc il n'est pas du tout de la famille, il a seulement travaillé chez Ramírez. Donc le fait d'avoir travaillé chez Ramírez, tout le monde croit qu'il est de sa famille parce qu'il s'appelle pareil. Mais c'est comme Dupont en France. Tous les Dupont ne sont pas de la même famille. D'accord ? Et donc, ce Robert Boucher prend tous les préceptes de Julián Gómez Ramírez, qui travaillait sur Torres, principe de Torres, uniquement Torres. Et après, vers les années 55-60, il prend contact avec Fleta et avec Antonio Marín Montero à Granada. Et puis, ils ont des correspondances assez suivies. Et à partir de cette date, il commence à faire des guitares au barrage, mais au lieu d'avoir 7 barres, il en met plus que 5, dont certaines passent sous les barres de la rosace. Donc déjà, c'est une innovation. Plus il met une barre sous le chevalet, une barre d'âme, comme il appelle, qui donne une projection supplémentaire à la guitare. Et cerise sur le gâteau, il y avait deux guitaristes français de l'époque extrêmement célèbres, français par la naturalisation. Il y avait Alexandre Lagoya, qui était un grec né à Alexandrie en Égypte, et Ida Presti, qui était une fille d'émigrés italiens, donc qui ont créé le duo Presti-Lagoya, qui était absolument monstrueux de sonorité, de qualité de son, de perfection. Un duo dont il n'existe rien aujourd'hui légal. Ida Presti étant morte d'une maladie à New York en 69, pardon. 67, oui, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, Alexandre Lagoya reste tout seul. Mais ils ont joué sur les guitares Robert Boucher, qui maintenant sont au musée de la musique, parce qu'elles ont été données au musée de la musique. Donc ça, c'était pour faire la conclusion avec les luthiers français Robert Boucher, et après il y a eu Daniel Friedrich, qui s'est imposé comme un grand luthier français aussi, avec un barrage un peu spécial, mais toujours inspiré de Torres, avec un volume de guitare un peu plus important que celle de Boucher. Et puis vous avez un troisième luthier français de renom dont peu de monde connaît le nom, Dominique Field, qui a un excellent niveau derrière les Boucher et les Friedrich.
Voilà, donc ça c'était pour vous donner un aperçu assez sommaire, mais assez complet de tout ce qui a pu se faire, mais on pourrait en parler pendant 3 ans et demi. Je vais arrêter ma conférence là. Voilà. Bravo.